Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Sommet Ligue arabe Union européenne, rencontre qui s'est poursuivie ce lundi en Égypte à Sharm el-Sheikh. Sommet inédit destiné à promouvoir la coopération entre les deux régions voisines. Élection présidentielle en Mauritanie. À l'heure des tractations en vue du scrutin du mois de juin, l'opposition ne parvient pas à s'entendre sur un candidat unique. Puis où en est Benghazi, 8 ans après le soulèvement. Benghazi, le fief de la révolte libyenne de 2011. 8 ans après les événements, la population tente de se reconstruire. Mais avant de développer ces titres, le Nigeria où Atiku Abubakar rejette les résultats de vainqueur, le président sortant Muhammadu Buhari, qui a signé une large victoire à la présidentielle du 23 février. Il a été réélu pour un second mandat de 4 ans. Il est crédité de 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar, selon les résultats officiels annoncés par la commission électorale. Résultat donc d'ores et déjà contesté par le candidat du PDP qui a déclaré son intention d'introduire un recours devant la Cour suprême. Les dirigeants de l'Union européenne et de la Ligue arabe se sont réunis ces dimanche et lundi à Sharm el-Sheikh dans l'est de l'Égypte pour un sommet inédit. Une quarantaine de chefs d'État et de premiers ministres des deux rives de la Méditerranée étaient présents. Il s'agissait d'évoquer la coopération entre les deux régions. Cette rencontre intervient au moment où les États-Unis se désengagent progressivement de la région, au contraire de la Chine et de la Russie. Vina Nodin. Premier sommet entre l'Union européenne et la Ligue arabe. Il s'est déroulé ce 24 et 25 février 2019 en Égypte. Le thème, investir dans la stabilité. Plus de 50 dirigeants de pays arabes et européens ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour le partenariat et la coopération entre les deux régions. Il existe un réel désir parmi les 28 pays européens participants et les 22 pays arabes. Ce désir est de faire de ce sommet un véritable début pour la stabilité et le développement vigoureux de la région arabe, avec la coopération avec l'Union européenne. Ce sommet, présenté comme historique, a tourné autour de divers enjeux, mener à bien des objectifs communs, la prospérité, la stabilité et la paix. La lutte contre le terrorisme était d'ailleurs au cœur des discussions. L'enjeu de ce sommet est de réussir à mettre l'accent sur notre partenariat en ce qui concerne les relations économiques, notre travail commun par exemple sur la Palestine et la paix entre Israël et la Palestine et entre Israël et le monde arabe en redynamisant les deux, réussir à adopter une approche commune sur le conflit en Syrie, sur le conflit au Yémen, tenter de mettre pleinement en œuvre l'accord de Stockholm et un travail commun sur la Libye. L'événement a été marqué par un fort investissement de l'Allemagne, représenté par sa chancelière Angela Merkel. Dans leur déclaration finale, l'Union européenne et la Ligue arabe font référence explicite au droit international comme ligne rouge de la question israélo-arabe. Dans l'actualité également, l'arrestation au Cameroun de l'avocate Michel Ndoki. Michel Ndoki, cadre du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto. La vice-présidente du directoire des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été interpellée le 26 février par les forces de sécurité et transférée au secrétariat d'État à la Défense. Pour l'heure, aucune justification officielle de son arrestation qui intervient après un mois après celle de Maurice Kamto, toujours en détention depuis les marches blanches du mois de janvier. En Mauritanie, les divisions continuent au sein de l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle. Les divergences autour de la désignation d'un candidat unique de l'Alliance de l'opposition démocratique mauritanienne pour le scrutin du mois de juin. Les précisions d'Ange Bijou Nomenyo. L'opposition mauritanienne en quête de leader politique. Malgré les négociations, l'Alliance de l'opposition démocratique mauritanienne n'arrive toujours pas à désigner un candidat unique pour l'élection présidentielle prévue en juin 2019. Du côté de la majorité, un nom a déjà été retenu. Il s'agit du général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, actuel ministre de la Défense et ancien chef d'état-major des armées, désigné comme dauphin du président en exercice Mohamed Ould Abdelaziz. Le principe de la candidature unique de l'opposition est un principe mort-né. Le Forum national de la démocratie et de l'unité, le FNDI, aujourd'hui est en train de payer la facture de toute une décennie de boycott. L'opposition n'arrive
pas à trouver un leader à l'intérieur de tous ces partis politiques. Selon les observateurs locaux, tous les partis et personnalités membres de l'Alliance étaient initialement convenus de choisir un candidat qui pourrait être leader de parti. Mais les islamistes du parti Tawassoul se sont opposés à cette option en se déclarant en faveur d'une personnalité externe à l'Alliance de l'opposition démocratique mauritanienne. Le boycott aujourd'hui ne sera pas justifié ni sur la scène internationale, ni pour les militants ou ceux qui en restent dans les rangs des partis de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on est devant un tournant de l'histoire démocratique de la Mauritanie. On est devant une alternance constitutionnellement obligatoire. Si ce blocage persiste, il pourrait compromettre l'unité au sein de l'opposition et par conséquent éliminer toutes ses chances de remporter la prochaine élection selon les observateurs. Benghazi tente de renaître après 8 années de chaos. La deuxième ville de la Libye, 800 000 habitants étaient tombés aux mains de milices rivales dans l'anarchie qui suivit la révolution de 2011. Avec sa lente libération, quartier par quartier, la population essaye de se relever. Maria Madrabé. Au milieu des ruines, une rue commerçante voit le jour en plein Benghazi. La ville de l'Est libyen ravagée par la guerre. Mais avec la fin du conflit en 2017, les magasins ont rouvert et Venice Street, avec ses nouveaux boutiques branchées et ses cafés élégants, redonne un nouveau souffle à Benghazi, région qui fut le bastion de la rébellion de 2011. Nous avons ouvert avant la dernière guerre et suite aux dégâts, nous avons fermé pendant un certain temps. À la fin de la guerre, nous avons rouvert nos portes et, Dieu merci, même d'autres magasins ont ouvert. L'économie a un peu bougé et il y a des clients. Dieu merci, même les ventes s'améliorent. Il n'y en avait pas pendant la période de guerre. Longtemps prise d'assaut par des groupes armés, les importations ont été limitées à Benghazi. Mais avec la rouverture du port et le retour des commerçants, l'activité commerciale reprend du service avec des facilités de paiement pour les clients. La plupart des magasins sont très utiles. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous pouvez payer via Pay4Me, MobiCash ou payer en espèces. La plupart des magasins aident autant qu'ils le peuvent. Avec l'installation de ces nouveaux commerces, la ville semble renaître de ses cendres. Près de 324 000 $ ont été investis pour couvrir les dommages après la guerre par les commerçants. Ces derniers espèrent redonner aux Libyens le goût du shopping pour un jour comparer Venice Street aux capitales internationales de shopping. Au Burkina Faso, à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO, le débat sur la place de la culture est relancé. Le pays et ses partenaires souhaitent consolider la place de la culture, volonté affichée qui pourrait peut-être se concrétiser grâce notamment au soutien de la Commission européenne et de l'Agence française de développement. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 26e FESPACO continue de dérouler son programme. Au-delà des salles de projection et de son aspect festif, c'est aussi le lieu pour les autorités de sceller de nouveaux partenariats, à l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC. Le programme d'appui aux industries culturelles lancé ce lundi 25 février vise à renforcer structurellement le fonds de développement culturel et touristique déjà créé par le gouvernement. Que les acteurs en soient de véritables bénéficiaires, qu'ils en fassent un très bon usage et que le département que j'ai en tête soit suffisamment capacité à conduire ce projet. Le fait de, disons, faire un peu pivot sur Ouaga et sur le Burkina, ce n'est pas au hasard, parce que ce pays est en même temps un protagoniste de créativité, de plateforme de créativité et de aussi création d'emplois. Composante culture du 11e Fonds européen de développement, FED, le programme va coûter 10 millions d'euros. Il servira à financer pour les 3 prochaines années des initiatives culturelles, notamment dans les filières locomotives que sont le cinéma et l'audiovisuel, l'art plastique et appliqué, et enfin les arts de la scène, en vue d'accroître leur contribution dans l'économie. Il y a des insuffisances dans le cinéma. On n'a pas un domaine de costumes de costumiers. Et à travers la mode, on peut développer. La mode rapproche les gens au niveau de cohésion sociale. Et je suis très content. Que ce soit vraiment un modèle pour l'Afrique. Parce que comme vous l'avez suivi, il s'agit de proposer d'autres formes de financement des industries culturelles. C'est la ville de Bobo-Dioulasso qui en sera le siège pilote pour la région des Hauts-Bassins. Dans les perspectives, le programme s'étendra à d'autres régions afin de mieux se rapprocher des promoteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.